Et des indicateurs américains, on en a d'autres aujourd'hui. Bien sûr, il y a la Pink Economy, mais pas que. Bien sûr, aussi des indicateurs officiels qu'on suit et dont on vous fait part chaque jour. Anthony Morlet de la Vidali nous rejoint pour BSI Economics. Bonjour Anthony. Le chiffre du Bonjour jour Guillaume. concerne l'emploi, l'enquête JOLS du mois de septembre et du mois d'octobre. Voilà, on a 2 mois là qui sont compilés dans cette enquête qui vient d'être publiée. Que nous dit-elle? Que nous apprend l'enquête JOLS sur la dynamique de l'emploi désormais? Alors les données publiées sont plutôt bonnes, hein. On voit les offres d'emploi qui remontent nettement au-dessus de ce qu'on avait les mois précédents. Ça se tempère en revanche du côté des job quits. Donc ce que l'on voit au fond, je pense qu'il faut aller un peu au-delà de la volatilité de court terme. C'est un marché du travail qui dans sa globalité ralentit. Néanmoins, on voit bien qu'au mois le mois, on peut quand même avoir des surprises positives comme ça a été le cas en septembre, en octobre. Ça nous montre bien que oui, probablement, il y a ralentissement de l'économie américaine. Il faut néanmoins pas le surjouer. On a des fondamentaux qui restent très solides, alors tirés par certains secteurs. On sait bien que c'est pas toute l'économie américaine qui en profite. C'est essentiellement les secteurs des services et de la tech notamment qui font ces fameux gains de productivité et qui permettent à l'économie américaine de tourner toujours à des rythmes bien supérieurs à ce qu'on observe partout dans le reste de l'OCDE. Néanmoins, voilà, un marché du travail qui en tendance ralentit, même si là, j'allais dire, les grandes inquiétudes qu'il pouvait y avoir sur le marché du travail avec un retournement peut-être plus brutal qu'on pouvait le craindre, voilà, désormais sont un petit peu moins prégnantes. Donc un petit peu de moins de place pour la Fed pour baisser les taux, mais en même temps une forme ça rassure quand même un petit peu sur l'état de l'économie américaine. Alors demain, la Fed, justement, elle devrait annoncer une baisse de taux. 89% de probabilité, c'est ce que nous dit l'outil FedWatch là à l'instant. 89,4% de probabilité d'une baisse de taux demain. Mais la question, c'est plutôt 2026. Et là, sur 2026, on sent que le marché craint d'être déçu. Demain soir, les membres de la Fed publieront les dot plots, donc le nuage de points, les anticipations, les projections de baisse de taux de la part de chaque membre de la Fed pour l'an prochain. On imagine que peut-être plus que la baisse de taux déjà pricée et attendue sont les dot plots qu'il faudra regarder, Anthony, demain soir. Je pense que le sujet, effectivement, c'est surtout 2026 et ces fameux dot plots, parce qu'en réalité, on sent bien que le quart de point va être accordé à la prochaine réunion de la Fed. En revanche, ce qui va être annoncé pour 2026, là, comme il y a beaucoup de dissensus au sein du Conseil, peut là surprendre les marchés négativement. C'est-à-dire que les marchés ont quand même en tête et l'espoir d'avoir 4 baisses de taux en 2026. On pourrait en avoir moins. Donc là, il y a un vrai risque de déception des marchés, puisqu'il faut bien avoir en tête que les niveaux de cours aujourd'hui sont quand même assis sur l'idée qu'on va avoir de la détente monétaire aux États-Unis qui va permettre justement d'éviter un ralentissement trop brutal de l'économie américaine. Donc effectivement, prudence et à suivre de très très près. Faisons un peu d'économie fiction. Admettons que l'année prochaine suive certaines tendances qu'on a pu observer ces dernières semaines, c'est-à-dire de la croissance, oui, mais un emploi qui ne s'améliore pas et une situation d'inflation qui recule. J'en veux pour preuve quand même les derniers chiffres qui ont prouvé que l'intelligence artificielle commençait à avoir un impact sur les emplois. Qu'est-ce qui se passe en 2026 si ce cas de figure se présente ? Alors c'est un cas de figure qui est déjà complètement probable et c'est assez difficile d'en estimer les impacts. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça laisserait beaucoup moins de place pour la Fed pour baisser davantage ses taux, donc probablement une détente monétaire moins forte que prévu. Mais en même temps, si on a de la croissance et peu d'emplois, ça veut dire qu'on fait des gains de productivité très élevés et ça veut dire que les marges des entreprises seraient également plutôt très bonnes. Donc c'est un petit peu le double paradoxe, c'est-à-dire qu'on aurait des fondamentaux du côté des entreprises plutôt positifs avec des surprises à venir du côté des profits et des résultats délivrés et en même temps moins d'espace pour assouplir la politique monétaire. Donc ça serait une espèce de contrepoids et savoir où le marché se positionnerait reste très difficile à ce stade. Isabelle Schnabel, elle, pour la BCE, alors là, nous surprend totalement, ou pas d'ailleurs. Isabelle Schnabel, c'est une voix forte, mais allemande au sein de la BCE, et il se trouve qu'Isabelle Schnabel, plutôt que de parler d'une possible baisse de taux de la Banque Centrale Européenne en 2026, parle d'une possible hausse de taux. Elle dit, Isabelle Schnabel, qui est candidate en plus à la succession de Christine Lagarde, elle dit que quand la BCE bougera, quand elle sortira de son statu quo actuel, ce sera peut-être par une hausse de taux plutôt que par une baisse de taux. Pourquoi dit-elle ça ? Alors effectivement, ça c'est un petit peu l'éternel débat désormais qu'on a en zone euro, de voir qu'on a une banque centrale européenne qui est absolument focalisée sur son objectif d'inflation et rien d'autre, et qui dès lors qu'on a une inflation qui ne dépasse ne serait-ce que d'un cheveu son objectif est prête presque à tout en quelque sorte pour la ramener
proche mais inférieur à 2%. Et là, on reconnaît bien le caractère très faucon d'Isabelle Schnabel, qui nous montre en quelque sorte les prémices de ce qu'on pourrait connaître si elle était la prochaine gouverneure de la Banque Centrale Européenne. C'est une banque centrale en réalité beaucoup plus orthodoxe et très peu en soutien de la croissance. Et ça interroge quand même très honnêtement dans un monde où une Fed pourrait être beaucoup plus proche du pouvoir politique et de l'autre côté chinois, une PBOC qui elle aussi agit pour soutenir la croissance économique. À suivre, Isabelle Schnabel qui a donc déclaré effectivement qu'elle se tenait prête pour éventuellement succéder à Christine Lagarde. Ce sera en 2027, la fin du mandat de Christine Lagarde et celui de Jérôme Powell, vous le savez, dès le mois de mai prochain pour la Fed. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Anthony Morlet-Lavidali pour BSI Economics.